Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie, comme d'habitude, parce que c'est nos commanditaires principaux, puis qu'on les aime, puis c'est la famille. C'est la famille. La famille. Et là, on vous a un code promo que vous pouvez aller sur le site. Vous pouvez faire des démos, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le code promo, c'est Sexe Oral pour vous donner 15 de rabais. Et je vous rappelle qu'on a notre belle ligne qui est sortie de produits érotiques. Allez voir, ils sont incroyables. Nos beaux produits High on Love, des chandelles, des huiles à massage, un gloss. On a aussi nos produits érotiques avec Eros, nos jouets. Vous allez tomber en amour avec chacun des produits que vous allez essayer. J'en ai aucun doute. Je crisserai ma main au feu. Ah, je pensais te le dire, j'ai dans ma noune également. Toute la gang, même les bougies. Bon, fait que voilà. Bon podcast. Code Sexe Oral. Oui! Pour 15 de rabais. On l'a-tu dit? On répète. OK, bye. Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui, on reçoit François Renaud, notre sexologue, notre psychothérapeute. Il était déjà venu nous parler dans le passé par rapport à l'écart du désir dans le couple. Aujourd'hui, il vient parler plus du côté des hommes. Fait que, au début, je savais pas trop ça allait être quoi mes questions sur l'éjaculation précoce ou sur la difficulté à avoir des bonnes érections dures. Ça y est jamais arrivé à elle. Non, c'est ça. Moi, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Mais il était ça. Il parle de tout ça. Puis c'est vraiment intéressant. On a appris des bonnes choses aujourd'hui. J'ai fait des associations, j'ai fait des liens. Oui, je pense que vous allez bien aimer. Sur des partenaires du passé. Des fois, on pensait aussi que c'est peut-être nous le problème. Finalement, on s'est rendu compte que c'était eux. Non, vraiment pas. On a appris plein d'affaires pour vrai. Il était même par rapport à soi, il a parlé du fait que moi, c'est quand il s'est mis... Vous verrez, là, mais il s'est mis à parler du fait que les orgasmes, quand tu es trop contracté, ils restent juste à une place dans ton corps. C'est bon. De le relâcher, que tu vas le sentir partout. Bref, il a parlé de plein d'affaires dans le même que j'étais comme, ben oui, tabarouette. Pas juste en lien. Les orgasmes, là, c'est homme-femme. Des fois, il y a des affaires qui se ressemblent beaucoup. Fait que aujourd'hui, vous allez apprendre autant sur la femme que sur l'homme. Il y a des personnes avec un pénis, des personnes avec un vagin. Voilà. Bonne découverte. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Omi Laboratoire, qu'on aime énormément. Merci pour vos cadeaux. C'est une entreprise qui vient d'ici, qui font leurs produits pour la peau, qui sont vraiment sont faites pour toi, spécifiquement pour tes besoins, tes préoccupations. Tu peux avoir ta propre routine. En fait, c'est fait pour avoir ta propre routine de peau. Tu as deux façons, soit en faisant l'analyse de peau en ligne, en répondant au questionnaire avec un petit selfie, ou tu as la deuxième façon, c'est consultation par téléphone avec une experte de la peau qui va... puis moi, j'aime bien ça, parler à quelqu'un. Fait que là, moi, j'aimais ça y parler. Je pense qu'elle s'appelait Sandra. Moi aussi, j'ai eu ma consultation téléphonique. Puis j'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai pu lui parler de mes concerns, mes nouvelles préoccupations. Parce qu'avant, mes préoccupations, ça allait être plus, mettons, les imperfections comme les petits boutons. J'en ai encore, mais c'est plus ça mes préoccupations. Maintenant, c'est les rides. C'est les petites rides parce que j'approche de la trentaine. Puis là, j'en vois apparaître. Là, puis c'est correct. J'accepte de vieillir. Mais tu sais, si on peut... prévenir, on va le faire. Hein? Donc, voilà. Je lui ai parlé de ça, puis elle m'a fait mon soin personnalisé, que ça fait déjà une semaine que j'utilise. Je vous en donne une nouvelle. Moi, je viens de le recevoir aujourd'hui. J'ai très hâte. Mais c'est ça, si vous ne saviez pas, Omi, ils ont changé leur image de marque. Leurs emballages sont rendus beaucoup plus écologiques. C'est des soins personnalisés maintenant rechargeables. Donc, la première fois que tu vas acheter, tu vas acheter les bouteilles de verre avec les petits étuis de rechargeables. Puis après ça, tu achètes juste la recharge. C'est complètement fait de plastique recyclé et c'est 100% recyclable. C'est une innovation écologique, mais c'est aussi beaucoup plus économique. Et tous les produits Omi sont faits au Québec, conçus pour les peaux sensibles, sécuritaires pour la grossesse et l'allaitement. C'est non-genré et vegan. Donc, c'est un beau cadeau local à offrir ou à s'offrir. Vous avez un code promo de 15% qui est le Sexe Oral 15. Vous pouvez aller sur le site directement. C'est Omi, O-M-Y, Laboratoire S, fait que laboratoire, c'est comme si il y en avait plusieurs. omilaboratoire.com. 15% de rabais, la gang. Code Sexe Oral 15. Merci, Omi. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Bumble.
Bumble, c'est une application de rencontre pour trouver ce que tu recherches. Ce qui est particulier avec Bumble, c'est que tu peux avoir un abonnement premium. Et avec cet abonnement premium, c'est encore plus facile de trouver exactement tous les critères que tu désires chez quelqu'un parce qu'il y a plein de fonctionnalités qui te le permettent. Comme, tu as ici la fonctionnalité balayage illimité. Fait que ça, tu peux balayer illimité. Ça veut dire que si tu as des gens qui t'intéressent, t'écoutes ton film, là, passes ta soirée à faire ça, tu peux, t'as le temps, t'as des swipes. All dress. Tu peux utiliser 5 super swipes. Ça, je les aime vraiment beaucoup. C'est par semaine. Ça l'envoie un super swipe à une personne que tu as vraiment super aimé. OK? Fait que, genre, ton coup de cœur, que tu es comme, hey, je veux vraiment qu'il te voie. Puis c'est sûr, tu lui fais savoir. Voir parce qu'il va faire, oh mon Dieu, je suis un super swipe. Tu as aussi le mode incognito. À l'inverse. Ça veut dire quoi, ça, Pépé? Ben, le mode incognito, là, c'est si, mettons, là, t'es... C'est toi qui fais avec toi. J'allais dire si, mettons, t'es Beyoncé. Oui. Là, elle me dit. Puis que tu veux aller sur l'application puis liker plein de monde, mais que tu veux pas nécessairement que les gens puissent te voir. Ben, tu peux te mettre en mode incognito. Fait que toi, tu peux faire tous les likes que tu veux. Puis les gens ne sauront pas, sauf ceux que tu as likés. Donc, tu as aussi le mode voyage. Donc, si, par exemple, tu as un voyage cédulé et que tu veux te prévoir des dates déjà ou que tu veux. Oui, des fois, mettons, ben là, oui. Le pack-sac, là. T'es comme, ben oui, tu t'en vas au Nebraska. Tu t'en vas sur Nebraska, sur Bumble. Puis là, tu vas choisir tes dates, tes prévois à l'avance. Fait que toi, t'arrives là-bas, t'es 7 et ta semaine. Exactement. Fait en tout cas, les fonctionnalités de la gang, il y en a plein d'autres. Là, je voulais les répéter. Allez vous abonner premium, vous allez voir. Les découvrir. Bumble à Bumble. C'est incroyable. Bonne rencontre. Puis merci, Bumble. Vous êtes vraiment cool. Bonjour François. Allô. Comment ça va? Ça va bien. Bienvenue. Bienvenue. On a fait un podcast avec toi il y a à peu près un mois, à peu près. C'est un mois? Oui. C'était sur l'écart de couple. Et de aujourd'hui. Excuse-moi. l'écart de désir. L'écart de désir, ça crée un écart de couple. Oui. Oui, hein? c'est souvent. vrai. C'est vrai. Pas si pire, j'étais pas si loin. Là. Puis maintenant, aujourd'hui, on voulait parler des anxiétés masculines. Oui! Non, c'est parce que j'avais dit un autre mot dans ma tête, mais c'est bon. Puis, mais avant ça, on aimerait savoir depuis la dernière fois comment ça va. Puis, y a-t-il des choses qui se sont passées dans ta vie? Oui, en fait, ça fait... on a eu beaucoup de demandes à notre clinique suite à à l'entrevue. Puis, comme on en avait parlé la dernière fois, là, j'ai un programme Raviver le désir pour justement le sujet qu'on a parlé la dernière fois. Puis, il y a beaucoup de gens, en fait, qui se sont intéressés au webinaire, au programme. Fait que c'est ça, voilà. Parce que c'est ça, les bénéfique. gens, ils appelaient à la clinique, mais là, il y avait comme... Le temps d'attente était plus long, fait que là, vous les référiez au programme. Bien, en fait, il y a des gens qui voulaient juste le programme, tout simplement. Okay. Puis il y a des gens qui voulaient vraiment une thérapie, puis il y a des gens qui voulaient peut-être les deux. Fait que c'est vraiment un service différent. Il y en a un, c'est plus autodidacte, comme tu te regardes des vidéos, c'est moins personnalisé, mais on parle généralement un peu de qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut s'aider. Mais la thérapie ou la psychothérapie, là, on fait la même chose, on aborde les mêmes sujets, mais d'un angle beaucoup plus personnalisé dans des choses peut-être beaucoup plus complexes. Là. Fait que ça dépend aussi c'est quoi ton besoin, mais c'est un bon starter à... En attente, mettons. En attente, tu te mets en attente, ben c'est bon de le faire là. Puis, oui, c'est ça. Ça peut être bénéfique de commencer par ça. Puis, des fois, c'est des choses que je vais parler aussi dans les séances. Fait que ça permet de comme un peu sauter par-dessus ça, rendu à la thérapie, puis aller toucher les affaires peut-être plus qui ont besoin d'être personnalisées à ce point-là. Puis il y a des gens finalement qui ont peut-être même plus besoin de la thérapie par la suite parce que le programme a été suffisant là, pour les aider à ce niveau-là. Est-ce que tu as du feedback, mettons? Ils utilisent ton programme puis après ils t'écrivent. C'est trop tôt parce que je viens de le sortir comme tel. Puis j'ai pas nécessairement moi comme enclenché un processus de feedback encore. Puis ça serait contre mon déontologie de faire quoi que ce soit par rapport à ça. De toute façon, c'est de l'information que je dois garder pour moi parce que j'ai pas le droit d'avoir de témoignages sur les services
que je... Ah, Fait que ouais. je peux ouais, c'est écrit dans notre code de déontologie, aucun témoignage. Mais si Peu quelqu'un importe, là. t'écrit ça, ils peuvent. Oui, moi, c'est ça, Ok. ils peuvent le faire, mais c'est pas de l'information que je pourrais tu partager. pourrais Oui, c'est partager, ça. Là. ouais. C'est pour ça que mon programme, on me disait qu'il était extraordinaire. Je pourrais pas le partager ici parce que là, ça serait un genre de témoignage. Et donc là, j'aurais une enquête du syndic qui fait que je parle de témoignage. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je C'est peux tout simplement pourquoi pas. c'est... Pour pas donner comme des genres de fausses impressions du service que je vais offrir. Donc, si quelqu'un veut faire la promotion de mes services, ils peuvent le faire. Mais moi, je peux pas faire ça parce que là, les gens sont comme « Ah, ben là, il y a eu tel témoignage, donc je vais avoir la même expérience. » OK, Fait que c'est on ça. veut pas créer ce genre de situation-là. Fait que c'est un des articles de notre code de déontologie qui nous permet de limiter, en fait, de pas faire comme... C'est pour éviter un peu de faire de la fausse publicité ou tu sais, d'encourager les gens à venir nous voir quand en réalité, ben, comme les expériences sont tellement variées, on peut pas nécessairement les coller. Fait que c'est une certaine limite qu'on peut avoir quand on fait partie d'un ordre professionnel. Puis ça a ses raisons, mais ça a aussi ses limites. Là, à ce Ça niveau-là. fait du sens. Oups. Pour le podcast d'aujourd'hui sur les anxiétés des hommes, Yes. j'ai l'impression qu'il va falloir que j'y aille plus avec les questions Qu'on a reçu. qu'on a reçues. Parce que, tu sais, ça va me venir naturellement après, mais j'ai pas beaucoup de questions sur le trouble érectile qui me viennent. Ben, C'est- tu sais, peut-être que toi, tu peux commencer avant par expliquer c'est quoi les différents troubles érectiles qui existent, puis c'est quoi les plus vus, les plus communs. Parce qu'il y en a plusieurs types de troubles érectiles. Ben, je pense que Ben, oui. il va... Stress de performance. Ça reste pas mal toute la même chose, mais tu vas avoir comme certaines circonstances où que nous, en tant que sexologues, on peut les classifier différemment. OK. Donc, au début, c'était beaucoup un problème qu'on considérait pour les personnes comme plus âgées, là, de 45 en montant généralement, puis le Viagra a comme un peu changé, puis un peu mis sur la carte ce genre de difficultés-là. Mais avec les années, en fait, c'est devenu de plus en plus prévalent chez les plus jeunes. Peut-être parce qu'on en parle plus aussi, là, qu'on est beaucoup plus ouvert qu'on l'était auparavant quand, par exemple, le Viagra est arrivé, là, qui est, je pense, des années comme 60-70. Fait que ça fait quand même plusieurs années. Je pense que ça fait 40 ans, en fait, que le Viagra existe. Puis là, c'est comme devenu peut-être un problème où effectivement on a commencé à l'associer à des problèmes plus comme peut-être psychologiques, social, émotionnel, relationnel, où ce qu'avant, c'était juste biologique. C'est comme, tu as un problème biologique, on va te donner un médicament, mais tout ce qui était comme plus psychosocial, on l'abordait moins, on comprenait moins la situation, malgré qu'il y avait encore quand même des thérapies sexuelles par rapport à ça, mais c'était très encore là behavioral, donc très comportemental. Donc, comment est-ce que je peux t'aider au niveau de comme ton corps ou la stimulation, mais on n'allait pas nécessairement regarder la psychologie en arrière nécessairement de tout ça, ou on allait peut-être corriger un peu comme l'éducation sexuelle, mais on n'allait pas nécessairement travailler l'anxiété. Donc, avant, peut-être les années 1980-90, la thérapie sexuelle, c'était séparé de la thérapie ou de la psychothérapie qu'on connaît aujourd'hui. C'était comme tu avais une psychothérapie puis tu avais de la thérapie sexuelle. Puis c'était pas la même chose. Puis c'était deux professionnels différents qui le faisaient. C'était comme des coachs sexuels avant, les thérapeutes ou les sexologues, surtout aux États-Unis. Là, au Québec, nous, on a comme intégré cet aspect-là beaucoup plus psychosocial, les anxiétés de performance, par exemple, ou les anxiétés reliées à la masculinité, ou la perception, ou le manque de virilité qu'on pourrait avoir, juste la gêne d'être avec un autre partenaire, que ce soit une fille ou un gars, puis comment ça joue, en fait, sur ton érection. Puis on a découvert qu'il y a 4 choses qui vont jouer sur l'érection, ou la réponse sexuelle, qui est, dans le fond, est-ce que je suis capable de m'exciter ou pas? Puis ça va être ton système nerveux, les vaisseaux sanguins, puis les hormones, puis... oh mon Dieu, j'ai oublié l'autre. Vaisseau sanguin, hormones, t'as dit... Les nerfs. Les nerfs. J'oublie le 4e. Mais il y en a un 4e, je sais. Le cerveau. Mais oui, non, mais c'est un des sens. Puis ça, c'est plus l'aspect comme biologique. Mais là, nous, on va travailler beaucoup plus sur l'aspect psychologique en tant que sexologue. Mais nécessairement, ça a une influence. Donc, généralement, tu as dans ton système nerveux un côté parasympathique puis sympathique. Puis quand tu es anxieux, puis quand tu es en érection, il y en a juste un des deux qui peut comme un peu fonctionner. Fait que quand tu es anxieux, ben, ton érection ne fonctionne pas. OK. Fait que si je travaille ton anxiété, mais je travaille aussi d'une certaine façon ton système nerveux aussi en même temps. Ouais. Fait que je t'apprends à être plus calme, à avoir moins d'insécurité par rapport à la sexualité, mais ça fait en sorte que tu
tu es plus groundé. Si je suis plus groundé, ben, je suis plus dans le plaisir, je suis moins dans mon anxiété puis l'insécurité, ce qui fait en sorte que là, mon corps fonctionne naturellement. Parce que l'érection, c'est un réflexe. C'est pas quelque chose que, ben, tu sais, je peux pas lever mon bras. Je peux lever mon bras comme ça, mais je peux pas dire, je veux lever mon pénis. C'est comme, il faut que je stimule mon cerveau ou mon corps qui va faire en sorte que là, il y a un processus réflexe qui se fait tout seul par la suite. Fait que c'est vraiment relié beaucoup le stress et l'érection. Oui, beaucoup. Fait que les personnes qui ont de la difficulté à avoir ça, ben, c'est d'aller voir peut-être avant côté psychologique. Là. Oui, puis souvent, c'est parce qu'il y a des idées préconçues de comment ça devrait fonctionner. Donc, il faut que je sois performant, il faut que j'aille comme un gros pénis, il faut que ça dure tant de temps, il faut que ça soit vraiment rigide. Si je commence à sentir que mon érection est en train de comme diminuer, mais si je rentre en mode panique parce que je sens que ça diminue un peu, bien là, mon anxiété augmente, donc mon érection diminue. Versus si je suis à l'aise avec la fluctuation de la fermeté ou la dureté de mon érection, bien, je suis pas anxieux. Fait que je continue à avoir du plaisir, donc mon érection, je la maintiens. Fait que tout ça va jouer à ce niveau-là. Puis il y a la même chose par rapport à comme l'éjaculation précoce. Donc ça, c'est une autre chose aussi. Là. C'est souvent des gens qui sont très insécures dans leur sexualité, puis qu'à cause de leur stress, ben, eux, au contraire de perdre l'érection, ils éjaculent plus rapidement. Puis il y a toute la manière qu'ils utilisent leur corps aussi, là, c'est ça peut faire l'effet, les personnes qui éjaculent vite ou les personnes qui éjaculent. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça va être une composante, ça qu'on va explorer. Tu sais, là, il y a la composante, effectivement, du stress, de l'anxiété de performance qu'il peut avoir. Puis les hommes, on met beaucoup de pression sur leur performance. Est-ce que tu es compétent sexuellement? Les femmes, ce qui est en train de changer, là, je dirais, les femmes, c'est beaucoup plus sur l'apparence qu'on va le mettre, moins sur les compétences. Ça s'en vient de plus en plus important, mais pendant des années, c'était pas nécessairement là qu'on mettait la pression sur les femmes. Tandis que les hommes, ça a beaucoup été là-dessus. Donc, es-tu capable de... Avant, en fait, c'était, es-tu capable de venir vite? Comme ça, c'était vu comme étant viril, en fait. Là, dans les années 1950, venir vite, c'était comme un signe de virilité. Tandis que là, on a commencé à considérer le plaisir féminin. Faire comme, mais non, il faut être bon, il faut faire plaisir à notre partenaire. Donc là, éjaculer rapidement, c'était plus un signe de virilité, c'est devenu le contraire. C'est un signe d'incompétence, éjaculer rapidement. Donc là, on a mis beaucoup d'emphase là-dessus. Ouais, je savais pas qu'avant c'était ça. Ouais, j'imagine. Puis là, quand on compare dans la pornographie, souvent ces scènes-là sont comme, 45 minutes de temps, mais il y a genre, 3 heures de filmage, puis il y a des arrêts, puis il y a peut-être éjaculé 3 fois dans la scène, mais tu le vois pas, Mais là, les gens, ce qu'ils voient, c'est, moi, il faut que je dure 45 minutes. Ouais. Mais la majorité des gens ne durent pas 45 minutes. Ils durent genre entre 5 et 10 minutes de pénétration. OK. Si t'enlèves tous les autres comportements sexuels qu'on peut avoir, là, mais la pénétration, généralement, ça tourne alentour du 5 à 10 minutes. Là. Est-ce que l'impact du stress est autant nocif pour la femme que pour l'homme ou il y a moins d'impact, mettons? Il va y avoir moins d'impact. Il va y avoir des impacts à différents endroits, je te dirais, de la réponse sexuelle. Okay. Donc, les femmes, ils peuvent, par exemple, avoir moins de lubrification, ce qui est l'équivalent d'avoir une érection, mais on est quand même, je vais mettre entre guillemets, là, capable de faire une pénétration sans lubrification, dans le sens qu'on peut juste prendre une bouteille de lubrifiant pour venir compenser, ce qui est comme un peu l'équivalent de prendre du Viagra, mais pas tout à fait, mais ça permet de comme faire en sorte que ça puisse glisser ou tout simplement de quand même forcer un peu parce qu'il va peut-être quand même avoir un peu de lubrification. Fait que là, la pénétration est quand même possible, malgré que probablement très désagréable et je le recommande pas évidemment, mais les gens vont quand même le faire, malheureusement. Fait que là, eux, en fait, c'est qu'ils vont quand même être capables d'avoir la pénétration, mais ça va être soit douloureux ou inconfortable ou juste pas le fun. Puis ça va être beaucoup plus au niveau de l'orgasme que les femmes vont avoir de la difficulté parce que pour avoir une pénétration, il faut que tu aies une érection. Et donc, si tu n'as pas d'érection, tu ne peux pas vraiment avoir de pénétration. Tandis qu'une femme, qu'elle soit excitée ou pas, il y a comme des workarounds plus faciles qu'on peut faire. Et donc, souvent, c'est ça, c'est qu'ils n'atteignent pas nécessairement leur orgasme. Parce que la lubrification, malgré qu'elle est nécessaire, on peut quand même la outrepasser. Évidemment, tu peux faire plein d'autres comportements. Là, puis là, je suis très axé sur la pénétration pénis-vagin, mais c'est souvent un peu la manière que les gens peuvent fonctionner, c'est qu'ils ne vont pas nécessairement mettre de l'importance sur comme la lubrification, malheureusement, puis c'est ce que les gens devraient faire plus. Fait que généralement, ce que ça va créer, c'est de la douleur chez les femmes à la pénétration ou même du vaginisme. Là, le vaginisme, c'est vraiment comme ton vagin se referme, puis là, la pénétration devient impossible. Donc, tu as comme une réaction physiologique qui est souvent due à une crainte importante de douleur, puis ça fait en sorte que là, des fois, il y a des gens qui ne peuvent même pas rentrer de tampon, là, tellement qu'ils ont peur de la pénétration. Puis il y a des gens, effectivement, que
ils n'ont pas de désir sexuel pendant un certain temps. Là, ça commence à faire mal parce qu'ils sont moins excités. Le fait qu'ils sont moins excités, bien là, ça commence à faire mal. Puis comme ça fait mal, ben, à un moment donné, ça fait juste complètement se refermer. Puis il y a comme un arrêt total, en fait, de relations sexuelles avec pénétration parce que ça devient juste impossible. Mais là, comme il y a toute la crainte de la douleur, fait que ça, c'est une situation dans laquelle ça peut se provoquer. Il y a des femmes, par exemple, qui vont avoir des craintes par rapport à juste leur première relation sexuelle où ça l'a fait mal un peu la première fois, puis là, ils appréhendent l'autre fois d'après, puis là, ça fait juste se perpétuer dans la crainte constamment qu'il peut avoir par rapport à ça. Là. Fait que, ça va jouer le stress, mais de façon différente. C'est souvent en la douleur puis le manque d'orgasme ou la difficulté d'avoir un orgasme chez les femmes, tandis que les hommes, c'est soit l'éjaculation rapide ou la perte d'érection. OK. C'est quoi ce que tu vois le plus souvent dans ton bureau? L'éjaculation rapide, je te dirais que c'est probablement plus prévalent. Surtout chez les plus jeunes, tu vas probablement trouver plus de problèmes d'érection plus tu avances en âge. Mais l'éjaculation rapide, en fait, elle est même plus prévalente que les problèmes d'érection. Mais comme... Elle est plus courante? Oui, courante. OK. Mais comme il y a eu toute l'aspect du marketing, si tu veux, du Viagra, on a beaucoup plus mis de l'avant, en fait, les problèmes d'érection parce qu'on avait une solution. Facile, entre guillemets, avec les médicaments. Fait que ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Puis même maintenant, les jeunes veulent avoir du Viagra quand c'est pas nécessairement là la source du problème. Parce que généralement, le Viagra, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste dilater tes vaisseaux sanguins. C'est pour ça que c'est généralement des personnes plus âgées qui en ont besoin parce que soit avec le cholestérol, le diabète, ça fait en sorte que tu as moins une bonne circulation sanguine. Et donc, ça fait en sorte que c'est plus difficile de maintenir ou d'avoir une bonne érection. Puis généralement, tu es plus désensibilisé avec l'âge. Ce qui fait que là, le Viagra vient comme compenser pour le vieillissement. OK. Mais les jeunes, souvent, ils n'ont pas ce problème-là, à moins qu'ils ont un problème de santé quelconque ou qu'ils ont un diabète ou le cholestérol, ce qui est plus rare. Mais ça l'aide vraiment à... comme te donner confiance ou dilater tes vaisseaux sanguins, donc c'est comme plus facile. Fait que ça règle un peu le problème, mais là, ils sont pris à avoir ça un peu comme béquille parfois pour compenser, parce que là, quand ils l'ont pas, mais là, ils sont comme tout stressés, mais là, j'ai pas mon Viagra, je vais être capable. Fait que des fois, ça joue un peu pour gérer l'insécurité, mais t'as pas vraiment travaillé l'insécurité, elle est quand même là, elle est juste moins ressentie là, à ce moment-là, parce que j'ai quelque chose qui me permet d'avoir plus confiance ou d'être excité plus facilement. Tu sais. Je comprends. Donc, les variations que je parlais tantôt, ben, je vais moins les avoir sur le Viagra, donc j'ai moins d'inquiétude à ce niveau-là. Tu sais. Puis ça, ben, le pharmacien, ce qu'il disait, que c'était de prendre du Viagra quand on n'a pas besoin, ça peut être vraiment très nocif pour ton érection future parce que ça peut créer des... je me rappelle qu'est-ce qu'il disait, là, mais que ça peut faire en sorte qu'il y ait des problèmes puis qu'après, que tu aies encore plus de problèmes d'érection physique, là, si on veut. Là, Ah, tu vois, ça, je n'étais pas au courant que ça l'avait... Comme, je sais pas s'il parlait au niveau comme biologique. Là, je sais que moi, ce que j'entends souvent, c'est que là, ils comparent leur érection sur le Viagra et leur érection sans Viagra, puis là, ils vivent une déception. Ils veulent avoir le même genre d'érection, ce qui est comme pas vraiment possible parce que tu prends un genre de speed d'organes génitaux, là, si tu veux. Là. Fait que c'est certain que tu vas jamais dilater tes vaisseaux sanguins autant que si tu prends ce médicament-là. Fait que des fois, au niveau psychologique, c'est ça l'impact que ça peut avoir. C'est comme, là, je sens tellement mon érection, puis là, je la sens pas, mais là, c'est comme moins intéressant, je suis moins excité, c'est moins fort, etc. Fait que ça peut peut-être jouer, mais il y a peut-être aussi quelque chose au niveau vraiment là, du corps que là, ça stimule. Moi, j'avais entendu que c'était, pour les personnes encore une fois plus âgées, il avait découvert que les hommes dans la mi-quarantaine qui commençaient à avoir des problèmes érectiles, c'était souvent un précurseur à des attaques cardiaques ou des ACV plus tard. Qui prenaient du Viagra? Non, ceux qui n'en prenaient pas. Non, excuse, ceux qui commençaient à avoir des problèmes érectiles. OK. Que c'était un Prenez précurseur. du Viagra. Que quelques années plus tard, comme 3, 4, 5 ans plus tard, ils finissaient par avoir une attaque cardiaque parce qu'il y avait des problèmes au niveau sanguin. C'est ça, dans le fond, une attaque cardiaque. C'était les premiers symptômes. Oui, c'était un premier symptôme. Puis ce que ça permettait, en fait, c'était de prévenir ou d'aider à ça parce que là, dans le fond, c'est que tu dilates les vaisseaux sanguins plus rapidement. Ça fait en sorte qu'il y a une meilleure circulation. Donc, tu préviens, en fait, l'attaque cardiaque ou l'ACV. Fait que ça peut avoir aussi des bénéfices au niveau de la santé physique. Mais là, on parle de personnes qui sont peut-être plus âgées, plus à risque. Peut-être qu'effectivement, un jeune de mi-vingtaine qui n'a pas besoin de Viagra pour des raisons médicales. C'est ça, qui a déjà une bonne circulation. Là, peut-être que ça pourrait avoir plus de problèmes. Mais là, je t'avoue, là, ça sort de mon champ d'expertise. Peut-être le pharmacien ou le médecin serait plus... Est-ce que c'est arrivé...
que tu as reçu des gens dans ton bureau pour des dysfonctions... non, pas pour des dysfonctions érectiles, je m'excuse. Pour de l'éjaculation précoce qui ont fait... Tu vas creuser l'anxiété, puis c'est comme ça. Oui, ça reste quand même... Généralement, ça reste une difficulté qui est relativement simple à traiter, mais il y a quand même des gens qui, ils ont tellement une rapidité que c'est vraiment difficile à traiter. Donc, on ne peut jamais garantir qu'un traitement va fonctionner, que ce soit médical ou psychothérapeutique ou sexologique. Mais oui, il y a des gens qui, malheureusement, peu importe ce qu'on a fait, ça peut rester un peu au même niveau où il y a une faible amélioration. Maintenant, aujourd'hui, on a des médicaments qu'on prescrit pour ça, mais ça n'a pas eu le même impact que, par exemple, le Viagra. Ouais. En fait, c'est pas des médicaments pour ça, c'est un antidépresseur, en fait, qu'on donne. Parce que les antidépresseurs sont reconnus comme étant un désensibilisant. Donc, généralement, les gens qui n'ont pas de problème d'éjaculation rapide perdent leur érection, ne sont pas capables d'avoir l'orgasme. Fait que là, ce qu'on a dit, c'est ceux qui éjaculent trop rapidement, mais si on leur donne ça, ils vont avoir plus de difficultés ou vont être capables de retarder. Puis moi, en tout cas, le feedback que j'ai par rapport à ça, puis quand j'ai fait mes stages à la maîtrise, j'avais un médecin, un psychiatre qui prescrivait ça quand même assez régulièrement. Puis le feedback qu'on avait, c'est que ça l'aidait pas ben plus. Là. Tu gagnais peut-être 1 minute de plus, là, mais tu sais, ça faisait pas en sorte que tu gagnais plus de temps que ça. Peut-être qu'il y en a que ça a fonctionné. Je sais que c'était quand même assez populaire en France. Ici, c'est comme fait de façon plus informelle que formelle. C'est pas prescrit spécifiquement pour ça, mais c'est comme une faible dose d'antidépresseur, pas une pleine dose pour une personne, par exemple, qui aurait une dépression. Mais on voit que ça peut désensibiliser. Donc, c'est à peu près l'équivalent de comme mettre un condom ou mettre un genre de un lubrifiant qui désensibilise, donc qui est une autre technique que certaines personnes utilisent. Donc ça va aider, mais ça travaille juste l'aspect biologique, puis au niveau du système nerveux. Donc, je sens moins. Mais si tu es bourré d'anxiété puis d'insécurité, ça va avoir quand même sa limite, là. Ça reste quand même un réflexe de ton corps. Et donc, si toute la stimulation psychologique, relationnelle est comme trop importante, ben tu vas finir quand même par éjaculer. Une autre chose que moi, j'ai tendance à travailler, c'est l'utilisation de son corps. Donc, souvent, ces gens-là, juste la manière qu'ils se portent au quotidien ou comment ils se masturbent, n'aide pas à retarder l'éjaculation ou d'avoir un contrôle sur la montée de l'excitation. Donc, souvent, les hommes qui éjaculent rapidement font tout rapidement aussi. Okay. Ils mangent rapidement, ils mangent rapidement. Leur agenda est tout le temps bourré de toutes sortes de choses à faire. Ils sont jamais comme assis, posés. C'est comme, ils aspirent leur bouffe, là. C'est comme, il n'y a pas de temps de repos, de ralentissement. Fait que là, quand ils arrivent dans la sexualité, ils sont comme tout tendus. Puis cette tension-là, on en a besoin pour avoir notre orgasme. Tu peux pas comme juste être évaché sur le lit, rien faire pour avoir un orgasme. Comme si tu étais comme juste immobile, tu n'avais aucune tension musculaire, tu serais pas capable d'avoir un orgasme. Ce qui est une des raisons pourquoi les femmes, des fois, ont plus de la difficulté. Les hommes sont généralement plus physiquement actifs. C'est souvent eux qui font le mouvement de bassin, par exemple, ou qui vont avoir leur partenaire, ou qui vont se tenir, par exemple, en missionnaire, par exemple, il faut que tu tiennes ton poids. Donc, les hommes, étant plus physiquement actifs et contractés, font en sorte qu'ils ont plus de facilité à orgasmer, tandis que les femmes sont peut-être moins engagées au niveau du bassin, selon la position, évidemment, que tu utilises, fait en sorte que tu augmentes moins ta contraction musculaire. Shit, j'avais jamais entendu ça. Ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens. Donc, souvent, chez les jeunes qui éjaculent rapidement, on va leur demander de relaxer, en fait, le bassin, de désengager ça, de faire des mouvements plus lents, de faire des mouvements plus amples. Puis chez les femmes, par exemple, qui ont plus de difficultés à avoir des orgasmes, on va leur demander d'engager davantage leur bassin, de contracter davantage leurs muscles pelviens, fessiers, fait que, mettons, l'homme couché puis la femme par-dessus, ça peut être une bonne... oui. Inverser un peu la position. Oui. Puis souvent, les hommes, par exemple, qui ont des problèmes érectiles, ont souvent plus de difficultés quand eux sont en dessous. Parce qu'ils ne sont pas engagés. Puis en plus, le fait d'être comme couché, ton bassin est plus par en arrière. Puis généralement, c'est plus vers l'avant que tu vas créer une contraction. C'est comme si tu contractes tes fesses. Naturellement, ton bassin va par en avant. Fait que si tu es comme couché, puis tu n'es pas contracté, bien souvent, les hommes vont perdre leur érection parce qu'ils n'ont comme pas la stimulation. C'est vrai que mon chum, il est moins rapide quand que je suis par-dessus. D'habitude, c'est. Il aime ça. Il aime ça parce que ça dure vraiment plus longtemps, mais c'est vrai, je viens de catcher.
Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos bébés Manscaped. Manscaped qui, on vous présente des produits de leur le compagnie. début du podcast. Ouais. Sauf que là, il nous arrive avec une nouvelle affaire. Oui. Le Lawnmower, que vous connaissiez déjà très bien. Il y a maintenant le 5.0 Ultra qui vient avec 2 lames interchangeables. Fait que c'est toujours équipé avec la même technologie qui est safe pour la peau, pour prévenir les coupures de rasage pour vos parties intimes. Oui. Sauf que là, il y a une lame de rasoir pour trimer vos couilles puis une lame à grille pour raser de plus près. Fait que, tu sais, une bonne lame là, que vous connaissez, qu'il n'y a rien qui reste, là, ben, il y a ça maintenant de possible. Et il y a aussi, avec 3 peignes de coupe, fait que tu peux avoir 3 longueurs différentes. Le rasoir, il y a aussi une lumière que tu peux te raser dans l'obscurité, dans une douche ou noire et tout. Tu as aussi, ça vient avec un étui de voyage qui est équipé avec un bouton de sécurité. Fait que ton rasoir, si jamais tu t'en vas en voyage puis que dans tes valises, il s'ouvre, ben en fait, il ne pourra pas s'ouvrir parce que tu as un bouton de sécurité. Comme ça, il ne va pas s'ouvrir, il ne va pas arriver à Cuba puis que tu n'as plus de batterie dans ton rasoir. C'est ça. Voilà. Tu as un code promo également pour te le procurer si tu veux acheter ça à Noël ou si tu veux acheter ça tout simplement parce que tu aimes une personne ou que tu t'aimes toi. C'est le code Sexoral pour 20 de rabais avec Sexoral 20. Oui, Sexoral 20, excuse. Pour 20 de rabais. 20 de rabais, la gang. Et le shipping gratuit. Et le shipping gratuit. All dress. Fait que voilà, amusez-vous. Puis bravo, hein, Manscaped, encore. Bravo, Manscaped. Une belle innovation. Je serais curieuse parce qu'on a reçu au podcast Anthony Rémillard qui est venu nous parler que lui, c'est un éjaculateur précoce. Puis que c'est ça. Il a tout le temps eu ça. Mais il y a tellement d'affaires que tu dis que j'aurais aimé ça qu'il soit là. Puis tu dis si pour lui, tu sais, c'est quelque chose qu'il avait essayé. Si... Ben, il a l'air d'un gars qui fait des affaires vite aussi, qui a l'air hyper actif, là. Un peu comme qu'il disait, je trouve, là, de la façon qu'il est. C'est peut-être ça un peu aussi, là. Il a l'air d'avoir une petite hyperactivité. Mais oui, il peut peut-être qu'il s'aurait vu dans une couple d'affaires. Puis, ben, c'est parce qu'il il disait qu'il avait consulté, puis que vraiment, tu sais. Ouais. Ça l'avait pas aidé, là. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je me demandais si... Mais ça dépend de l'approche que tu vas utiliser. Comme moi, je trouve que, par exemple, l'approche en sexo-corporel qui utilise le corps, mais qui va aussi parler tout l'aspect psychologique en arrière puis de l'anxiété, c'est vraiment une approche qui est très bénéfique pour les éjaculateurs rapides. Mais il y a d'autres approches, c'est comme le sexo-analyse, qui est plus au niveau des fantasmes, va aller travailler beaucoup d'autres affaires, mais qui n'abordera pas du tout le corporel, qui pour moi, au niveau de l'éjaculation, est plus important. Mais peut-être qu'eux, au niveau des fantasmes, au niveau de leur approche, ils vont être capables de travailler d'autres choses plus spécifiques. Fait que ça dépend aussi de ton profil à toi en tant que client. C'est pas toutes les approches qui fonctionnent pour toi, puis c'est pas toutes les approches qui fonctionnent pour des différents problèmes. Il y en a qui ont plus de bénéfices que d'autres. Puis ça reste très théorique, puis on peut en discuter en sexologue là, de qu'est-ce qui fonctionne mieux pour tel problème, mais il y en a qui ont peut-être plus d'avantages à certains égards, puis surtout avec la personnalité que tu vas avoir. C'est quelqu'un qui est très dans l'imagerie, qui est très créatif. Le sexo-analyse va fonctionner particulièrement bien avec eux autres, versus quelqu'un qui a de la misère à mentaliser. La sexo-analyse, ça va peut-être être plus difficile avec eux autres, mais quelqu'un qui est peut-être plus dans son corps, mais ça va y parler beaucoup plus, l'aspect corporel du sexo-corporel. C'est quoi la sexo-analyse? C'est beaucoup, en fait, moi, c'est pas une approche que moi j'utilise particulièrement, là, mais c'est une approche qui va beaucoup plus analyser, en fait, l'imaginaire sexuel. Donc, à travers des fantasmes, je vais analyser, en fait, quelles sont tes insécurités sexuelles. Donc, nos fantasmes sont souvent... démontrent un peu, en fait, nos insécurités camouflées. Puis nos fantasmes, on les utilise souvent pour comme compenser pour des insécurités. Donc, si je trouve que je suis pas particulièrement beau, puis je suis pas vraiment séduisant, mais dans mon fantasme, je vais probablement l'être vraiment beaucoup. Si je pense que j'ai comme un petit pénis, puis je suis comme pas à l'aise avec mon petit pénis, mais je suis vraiment bon avec mon petit pénis dans mon fantasme. Comme mes partenaires sont comme « Oh wow, t'es extraordinaire », même si j'ai comme un petit pénis, mais je suis vraiment bon avec. Fait que souvent, il y a quelque chose de comme compensatoire avec des fantasmes. Des fois, il peut y avoir un aspect comme un peu triomphant sur nos fantasmes. Donc, si on a vécu des moments particulièrement comme humiliants ou traumatisants, comme une agression sexuelle où on t'a humilié à l'école sur quelque chose au niveau de ta sexualité ou de ta masculinité ou de ta féminité, mais dans mes fantasmes, ça va peut-être transparaître en fait, là. Donc, une victime d'agression sexuelle va potentiellement avoir des fantasmes d'agression sexuelle. Ce qui n'est pas nécessairement une obligation pour avoir ça, mais beaucoup de personnes qui ont été victimes de ça
vont aussi avoir des fantasmes pour comme venir triompher par-dessus le trauma. Puis là, souvent, Comme si là, c'est moi qui choisis que j'ai Oui. une personne qui vient... Exactement, oui. Tu viens de mettre un doigt sur un beau gros bobo, merci beaucoup. C'est fou, hein? Ben oui, c'est sûr. Parce que c'est full logique, là. Mon scénario là, que je me fais tout le temps, c'est genre de pogner mon chum qui me trompe. Ça m'excite raide. Oh, Mais je mon suis Dieu! hyper C'est- traumatisée Oui, de c'est ça. Voilà. Ça, c'est un parfait exemple de ce qui serait comme un genre de fantasme triomphant. là. C'est reprendre le pouvoir. Mon Dieu. Je suis complètement traumatisée de m'être fait tromper et d'avoir trompé. Mais le concept de genre de m'imaginer que je pogne mon chum avec la nanny, là, ça me fait venir de même. Puis ça, c'est... Ben là, est-ce que le fait que là, elle comprenne ce fantasme-là, ça serait plus un Mais tu sais, je fantasme? savais que c'était. Tu sais, je suis comme. Pourquoi ça m'excite, mais que c'est l'affaire que je Ouais. veux moins qui m'arrive au monde, tu sais. Aïe, aïe. Ouais. Puis on est souvent ce qu'on appelle comme égo-dystone avec nos fantasmes, ou ce que c'est comme ça nous excite, mais en même temps, on a comme un rapport qu'on n'aime pas parfois Ouais. de nos fantasmes, parce que ça vient souvent parler de comme nos insécurités. Fait que, pour répondre à ta question, oui, ça peut enlever un peu son pouvoir érotique, mais comme ça nécessite de creuser un peu plus. C'est comme, faut aussi aller travailler l'insécurité en arrière. Il y a comme la Ok. compréhension du fantasme, puis là, tu fais « Ah, ben oui! » Mais tu vas quand même te masturber là-dessus. Ouais. Mais c'est quand même... Mais ça peut commencer à changer un peu la relation de comme, ah, OK, ça parle de mon insécurité, puis là, tu commences à creuser un peu plus l'insécurité, puis là, finalement, des fois, le pouvoir érotique perd de son sens. Ou, en fait, on est juste mieux avec le fantasme. On perd l'aspect égo-dystone, puis on devient OK. plus ce qu'on appelle égo-syntone, là, où ce que je suis plus à l'aise, finalement, avec ce genre de fantasme-là. Je me laisse comme approprié. tu sais. Puis les personnes qui ont de la difficulté à s'imaginer des scénarios, ça, tu irais avec quelle technique? Tu veux dire ceux qui ont de la misère à avoir comme des fantasmes? Ouais. Quelque chose qu'on peut regarder, ça va être au niveau, en fait, de est-ce que ça peut être compensé par des rêves érotiques? Souvent, Oui, les gens qui n'ont tout pas le de... temps. C'est ça. Moi, je fais beaucoup de rêves Donc, érotiques. souvent, ceux qui ont beaucoup de rêves érotiques n'ont pas nécessairement beaucoup de fantasmes durant la journée. Moi, je te jure, mettons, je vais passer une journée avec quelqu'un où il y a beaucoup de chances, mettons, ça arrive souvent que je rêve à la personne. Là. J'ai rêvé, on a reçu Joe Cormier, j'ai rêvé à lui. Ah ouais? J'ai fait tout le temps souvent des rêves. Mais t'as-tu pas de fantasme dans ton quotidien? Ben, j'ai de la difficulté. Moi, mettons, je fais l'amour, je me masturbe, je penserais pas. Non, c'est vraiment dans mes rêves que. Puis j'ai des orgasmes dans mes rêves. Ah. Je me réveille, puis c'est le fun. Là, tu sais. Mais c'est ça. T'as couché avec Joe Cormier cette nuit? Non, celle-là, non. Il venait se baigner chez nous, puis ma piscine, genre, quand il est arrivé, elle était tout verte. Puis là, j'étais full gênée, puis il était full malaisé. Mais c'est d'habitude, j'aurais probablement couché avec, dans le fond. Mais là, c'était vraiment une histoire de piscine. Bon. C'est bizarre. Mais c'est ça. Les personnes qui fantasment beaucoup dans la journée vont peut-être moins avoir de rêves érotiques. C'est comme si tu as comme une quantité que tu peux avoir, puis c'est soit la nuit ou soit le jour. Oh, c'est poche. Par contre, mais il y en a qui ont les deux, là. Mais des fois, quand c'est plus comme en rêve érotique, des fois, c'est qu'il y a peut-être une forme d'inhibition au niveau éveillé qui te permet pas, qui est comme pas là quand tu es comme couché, parce que tu as comme moins de protection, si tu veux, le psychique quand tu dors, tu as moins de contrôle là-dessus. Donc, tu vas te retrouver à pas être capable de le faire pendant la journée parce qu'il y a peut-être un genre de blocage qui est là. Puis c'est pas nécessairement un blocage, pas nécessairement un problème. Ça se peut qu'effectivement, juste quand tu es réveillé, mais ça peut être un signe potentiel de comme il y a une genre de résistance à le faire de façon dans un état plus éveillé où ce que là, tu as comme le contrôle, c'est toi qui fais les choix, c'est toi qui choisis le fantasme, etc. Versus là, quand tu dors, tu es comme il n'y a plus ce genre de résistance-là. Fait que ça part tout seul. Là. Puis généralement, nos rêves érotiques sont un peu plus weird des fois. Là. Ouais. Aussi, là, sont comme il n'y a rien qui nous empêche. Souvent, les gens peuvent être très malaisés par leur rêve érotique, beaucoup plus que par leur fantasme. Là. Ouais. Parce que là, tu as vraiment le contrôle, tu décides qu'est-ce que tu vas faire. Puis, Tu peux carrément faire un rêve érotique avec ton père. Ben, Tu travailles, Oui, t'es là, c'est assez commun. Ça va vraiment. Ouais, c'est moi, mon beau-père, mes beaux-frères, tout le monde. Hein. Tu te réveilles, t'es comme C'est troublant. Là. pourquoi ta tête, C'est ça va fou. là? Ouais. C'est que t'es comme, tu te sens mal d'avoir. C'est ça, c'est moins le fun c'est que d'avoir des épouvantable. fantasmes que tu choisis, tu sais. Ouais. Oui. Toujours plus agréable quand tu es en bonne relation avec tes fantasmes. Bon, là, on a des questions. En fait, je pense que c'est des mises en situation. Ben, Que sinon, peut-être- c'est. non? Elle a des questions par rapport à sa mise en situation. OK. Bon, vas-y avec la première. Elle est longue. Quand il y a plus qu'une phrase à me faire lire. Ah ouais?
Vas-y avec la première. Mon copain déborde parfois plusieurs fois durant la relation sexuelle et c'est difficile de le restarter. Quand on y arrive, on recommence et là, c'est vraiment super long avant qu'il vienne. Il dit que ça n'a pas rapport avec l'attirance ou l'excitation. Moi, pendant ce temps-là, j'enjoy pareil, mais je trouve ça long et je viens pas vu que les mouvements qu'il fait pour se garder bandé, c'est rapide et dans une certaine position seulement. Est-ce que ça pourrait être une autre facette de son stress de performance ou bien ce serait plutôt un trouble ou autre chose? OK, il y a plusieurs éléments. Ouais. Tu sais, tantôt, on a parlé des différents types, par exemple, de troubles érectiles qu'on peut avoir. Comme lui, on dirait qu'il y a plus un trouble secondaire. OK. Ou ce que il l'a pas dans toutes les circonstances. Puis il l'a pas toujours eu. Donc, quand tu as un trouble érectile, par exemple, primaire, c'est que tu as toujours et dans toutes les circonstances un problème. Puis lui, comme ça peut être circonstanciel. Donc, si par exemple, pendant la masturbation, il n'y a pas de problème, ben c'est circonstanciel parce que dans la masturbation, ça fonctionne. Puis pas dans les relations sexuelles au niveau de la pénétration. Donc, si c'est dans toutes les circonstances, là, on va appeler ça généralisé. Donc, c'est dans toutes les circonstances. Donc, de primaire, secondaire, circonstanciel ou généralisé. Puis là, circonstanciel, mais tu peux regarder quelle est la cause. Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est comme, posons, t'es bisexuel, c'est juste avec les hommes, juste avec les femmes? Est-ce que c'est avec certains types de partenaires que tu vas pas être capable? Donc, par exemple, peut-être dans un one night, ça fonctionne super bien avec une partenaire amoureux, amoureuse. Ah, là, ça fonctionne pas. Fait que des fois, quand il y a comme un engagement ou une intimité plus profonde, là, soudainement, ça fonctionne pas. Fait que des fois, dans un one night, c'est comme, ben, je m'en fous, je suis pas dans la performance. Moi, je veux juste avoir mon propre plaisir. Il y a quelque chose de peut-être plus égocentrique. Je pense pas à l'autre. Je suis capable de pas être inquiet. Donc, mon érection fonctionne super bien. Mais là, quand je veux peut-être impressionner l'autre, je veux comme maintenir la relation, on a peut-être eu des expériences où ce que j'ai perdu mon érection, mais là, il y a toute l'appréhension. Mais tout ça va venir jouer. Fait qu'il faut tout regarder comme l'historique en arrière de comment ça s'est provoqué. Est-ce que c'est seulement dans cette relation-là que ça s'est provoqué ou c'est quelque chose qui se répète d'une relation à l'autre? Y a-t-il un pattern à voir entre chacun de ces relations-là? Y avait-tu des partenaires avec lesquels ça n'a jamais été un problème? Fait que là, on va comparer comment est-ce que ces partenaires-là étaient, comment votre sexualité-là était. L'autre aspect, il semble avoir quelque chose de comme peut-être plus physiologique, où ce qu'elle mentionne, il faut que ça soit dans une position, il faut que ça soit avec certains mouvements très spécifiques. Donc, c'est ici, par exemple, que l'approche plus sexo-corporelle, pour moi, je l'utiliserais plus, où ce qu'il y a peut-être une rigidité dans la manière qui s'excite, autant dans la pénétration ou avec sa partenaire par d'autres comportements sexuels que dans la masturbation. Parce que si tu te masturbes toujours de la même façon, puis c'est très spécifique, tu as comme un genre de schème très rigide ou unidirectionnel de comment tu peux le faire. Parce que comme ta posture, il faut que ça soit d'une certaine façon, il faut que tu enclenches certaines tensions musculaires en particulier, puis que tu peux peut-être plus difficilement reproduire dans une pénétration, mais tu vas te retrouver avec un problème à ce niveau-là. Donc souvent les hommes qui ont des problèmes érectiles, mais que c'est pas problématique au niveau de la masturbation, souvent ils ont besoin d'une certaine tension nécessaire. Ils ont besoin peut-être de serrer plus particulièrement leur pénis quand ils le font. Et donc, le vagin n'étant pas aussi fort qu'une main d'homme, n'est pas capable de reproduire la même pression. Et donc, tu ne te retrouves pas avec les mêmes sensations. Et donc, si tu essaies de reproduire la même chose, bien, ça fait en sorte que, bien là, il faut peut-être que tu y ailles comme très fort ou de façon très similaire ou dans une posture très particulière qui fait en sorte que là, tu as tes repères, mais c'est peut-être pas nécessairement intéressant pour l'autre personne à ce moment-là. Fait que là, ça va être d'aller développer, autant dans la masturbation que dans les relations sexuelles, d'autres repères que tu peux aller travailler ou d'aller comme compenser un peu pour qu'est-ce qui manque. Shit. Oui. Est-ce que... Est-ce que si, par exemple, tu sais, Annie, moi, ma sexologue, elle m'avait dit que j'avais un problème de ça dans ce genre-là. Fait que masculin, on va dire que c'est la même affaire. Ouais. Justement, je me masturbais tout le temps de la même façon. Puis elle m'avait donné le conseil, tu arrêtes complètement pendant 1 mois la masturbation de cette façon-là, whatever. Et toutes tes sensations, ton clitoris va comme se resetter après 1 mois. Ça peut prendre de 3 à 4 semaines. Puis je l'ai fait. Puis ça a pris 3 semaines. Puis c'est revenu comme si... Fait est-ce que ça peut être bon pour lui de... Si, mettons, c'est la masturbation son problème, là, d'arrêter complètement cette technique-là de masturbation pendant 1 mois, whatever. Est-ce que tu l'as déjà essayé? Moi, c'est des choses des fois qu'on va recommander. Moi, je suis moins de ce genre de pensée-là. Je suis plus du genre de... On va t'apprendre à juste te masturber différemment puis d'aller chercher d'autres repères.
clairement, Ben, ça a fonctionné. Ça revient au même, c'est de changer ta méthode de masturbation. Si j'arrête pendant 3 semaines puis je refais la même méthode dans 3 semaines. Ah non, c'est ça. Faut pas que je refasse la même. OK, Non, mais non. c'est ça. OK. Ça C'est peut que être moi, différent. j'étais contractée, puis j'avais mes jambes crispées comme ça. Oui. Puis, fait que Comme tu croisais tes jambes. Oui, là. oui, c'était vraiment dur. Ben, je pointais. Aussi! On Ouais. va peut-être la même. Fait que Ce qui est plus vraiment difficile à reproduire pendant une pénétration. Parce que généralement, il faut que tu aies les Ah, jambes plus ben ouvertes. oui. Ben, c'est pour ça que c'était impossible pendant des années à venir avec Ben, c'est quelqu'un. ça. Parce que tu as l'habitude d'être de même. Mais ça Ok. doit être commun, tu dois voir ça souvent quand même. Oui, c'est plus commun chez les femmes, Ouais, je te c'est dirais. ça. Je sais pas pourquoi là, que les femmes ont plus tendance à faire ce À croisement-là. contracter, là. Mais oui, c'est assez Non, on commun me que l'a les montré, femmes vont là, le elle dit, contracter. essaie de faire des vagues, comme quand tu fais... Ouais, elle te faisait faire la double bascule. Oui, la petite... C'est le sexo-corporel. C'est Ah, quoi? OK. Fait C'est que le sexo-corporel, ouais, Fait c'est qu'on ça. parlait la même affaire. C'est quoi, double bascule? Je sais C'est pas. que tu vas... souvent, les gens, quand ils vont faire une pénétration ou qu'ils vont comme juste se masturber, ils vont faire comme un mouvement de bassin de en avant, en arrière. Ah. Mais ce que tu vas aller chercher, c'est plus un mouvement, en fait, de bascule que tu vas aller chercher. Puis ce que même tu vas aller chercher, c'est non seulement la bascule par en avant, par en arrière, mais c'est d'aller, en fait, même aller dans d'autres sens. Ou ce que tu sais, Ok. un peu comme, tu sais, tu peux faire le 8 un peu avec ton bassin, mais tu vas aller chercher d'autres contractions musculaires et donc d'autres sensations. Ce que ça fait, c'est surtout pour un homme qui éjacule rapidement, c'est une façon, en fait, de diffuser ton excitation. Et donc, plutôt que d'augmenter très rapidement ton excitation vers l'orgasme, tu diffuses dans un mouvement beaucoup plus ample, tu contractes différents muscles, ce qui fait en sorte que l'excitation n'est pas toute à la même place. Puis là, après ça, quand tu as ton orgasme, ben, il est beaucoup plus diffus, puis il est moins comme pogné au niveau de tes organes génitaux. Donc, généralement, ceux qui vont comme se croiser les jambes ou qui vont comme se masturber fort, 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 puis qui vont comme être très figés, leur orgasme, généralement, va venir beaucoup plus rapidement, mais va être comme plus limité dans la région que tu vas le sentir. OK. Versus quelqu'un qui va être beaucoup plus dans un mouvement fluide, tu sais, Ouais. avec de la volupté, si tu veux, puis qui va prendre plus d'espace. L'orgasme, en fait, va avoir tendance à se propager, en fait, dans le corps. Fait que la double bascule, c'est que tu amènes ton bas du corps à faire une bascule, mais tu vas aussi engager le haut du corps, où ce que là, tu vas aller aussi chercher d'autres sensations. Puis ça peut être aussi simple que quand tu es sur le bord d'avoir un orgasme, tu fais juste comme bouger tes pieds avec tes... OK. J'ai ankle, c'est quoi le... Mollet. Tes talons? Non, pas les talons. Les mollets? Non, pas les mollets. Les chevilles. Oui, les chevilles, merci. Mais là, on n'avait pas même d'indice. Oui. Non, Fait que ankle, c'est- c'est cheville. C'est ça, oui, c'est ça, oui, Ah, c'est ça en c'est anglais, ça, ankle, oui. l'indice. Fait que c'est juste, si tu es en train d'avoir ton orgasme, si tu fais juste bouger, en fait, tes chevilles, ça va faire en sorte que ton orgasme va se déplacer, comme les sensations, parce que ton orgasme, en fait, c'est juste des contractions musculaires, en fait. Donc, quand tu es sur le bord de l'orgasme, tu es généralement très tendu. Puis là, l'orgasme, en fait, c'est juste des spasmes à toutes les 0.8 secondes pendant comme 6 à 20 secondes. Quoi? Puis là, tu relâches. Puis si tu engages le restant de ton corps, mais tout ton corps va comme se relâcher. Mais si tu es comme tout jamais comme ça, ben c'est juste là que ça... C'est juste au niveau Ouais. des muscles pelviens que ça se relâche. Versus si tu bouges les jambes, tu bouges les bras, tu bouges ton cou, tu expires aussi, parce que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est... Puis là, ils viennent de même. Puis tu sais, on a les yeux fermés, on est comme tout crispé. Mais quand tu décrispes pendant que tu es en train d'avoir un orgasme, ben ton orgasme est beaucoup plus explosif que restreint, en fait. C'est fou. La respiration, ça a changé mes orgasmes. Ouais. Il durait mes orgasmes pour vrai 3 secondes, littéralement. Puis maintenant, quand je me masturbe, plus je respire, puis je fais genre, plus j'expire. Ouais. Je te le jure, là, mon orgasme, il peut durer, là, tant que je respire, tant que je fais ça, ça continue, là, Ben, changer ma vie. C'est parce que, tu sais, mettons, je suis capable de. J'étais capable de dire, oh mon Dieu, je suis dommage venue fort cette fois-là. Mais tu sais, j'avais jamais fait de lien. Maintenant que t'en parles, c'est vrai que c'est les fois où je relâchais plus, Ouais. puis que j'étais très comme. C'est ça. C'était ça qui changeait. Ouais. Puis il va y avoir quelque chose au niveau comme psychologique aussi à ce moment-là, où ce que si tu veux juste comme relâcher physiquement, mais psychologiquement, tu as plein de barrières, ton corps va être limité dans le relâchement que tu vas avoir. Parce que nos émotions sont vécues à travers de notre corps. Tu sais, si je suis fâché, qu'est-ce que je fais? Je serre les poings, je serre la mâchoire. Tu sais, je vais être comme plus tendu que si je suis comme relax, puis tu sais, comme je suis comme évaché. Fait que si psychologiquement, tu as des certaines émotions, mais ton corps aussi va se mettre dans cet état-là, ce qui peut limiter aussi comme ton orgasme. Donc, si tu es dans la crainte ou tu as honte ou tu es gêné, tu es timide, bien, c'est toutes des émotions qui ont tendance à être plus comme contractées. Tu te recroquevilles un peu sur toi-même. Donc, ça fait en sorte que ton orgasme, ton expérience tout au long de la relation sexuelle est beaucoup moins plaisante, satisfaisante parce qu'elle est limitée par une émotion qui est peut-être plus désagréable.
Donc, en travaillant le psychologique et la posture, bien là, tu peux aller changer ces émotions-là. Donc, une personne gênée, je vais travailler le pourquoi elle est gênée ou timide, mais je vais aussi aller travailler de, mais si tu ouvres ton corps, tu vas aussi diminuer la sensation de gêne et de timidité. C'est ça, c'est comme un petit trou, là. Oui. Tu sais, quand tu penses à une personne qui a confiance en elle puis quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, on va s'imaginer corporellement un langage différent au niveau du langage corporel. Donc, c'est la même chose. Si je prends conscience de mon langage corporel, je peux changer mon émotion. Hey. OK. Nous, c'est pas la confiance, c'est juste parce qu'on est fucking lazy quand on est assis. Mais OK, j'aime vraiment tout ça. Puis là, François, faut que je te dise, je suis fâchée contre toi. Vraiment fâchée. Parce que depuis que tu as fait ton autre maudit podcast sur l'écart de désir, puis que tu disais que chaque couple arrive à un moment où ils doivent soit qu'à un moment donné, le sexe, à un moment donné, ça va comme c'est bon, on a fait le tour. Ou il faut changer, il faut comme créer une nouvelle connexion. Puis moi, ça m'a joué dans la tête parce que comme tout allait bien. Puis là, je suis comme non, mais j'ai le goût, moi, d'embarquer dans cette connexion-là qui est plus haute puis qui est plus forte. Fait que là, pour vrai, je fais l'amour puis j'ai comme moins le goût. Oh! J'ai vraiment, on dirait... De quelle connexion tu parles? Ben, ce que tu disais, là, que c'est... qu'à un moment donné, le sexe, il faut développer une connexion dans tes rapports sexuels. OK, tu veux la connexion, mais tu l'as pas. C'est ça que tu faisais. C'est parce que nous, mettons, on fait l'amour puis tout, mais là, je veux comme trouver cette affaire-là que tu parlais, là, qui avait l'air incroyable, là, tu sais. J'ai une belle connexion avec mon chum, mais c'est au lit, on fait l'amour puis on fait du sexe puis tout ça. Mais on prend pas le temps de vraiment connecter au maximum avant. Fait que là, je suis comme, my God, je sais pas quoi faire. Mais c'est un bon point que tu amènes. Je sais pas, je l'avais parlé la dernière fois, mais effectivement, quand on commence à parler de ça, ça crée un autre genre d'anxiété de performance. Où ce que là, les gens, ils ont comme une anxiété de comme, là, je veux être présent, là. Puis là, on peut être présent. Puis là, on va se regarder dans les yeux. Puis là, faut le sentir, là, qu'on est ensemble. Là. Oui! Ah mon Dieu, je suis là-dedans aussi depuis tout. Oui, mais tu manques un peu le but d'être connecté parce que là, tu as juste déplacé ton anxiété vers un autre type d'anxiété en réalité. C'est parce ça. que souvent, au début, ça c'est beaucoup... bien, je suis comme là, je veux connecter, là. Ouais. Je sens qu'on n'a pas pris le temps de connecter, fait que là, j'ai pas de fun, tu sais. C'est exactement ça que je vis en ce moment. Bref, OK. Fait que, mais c'est ça, faut voir ça comme un processus. Puis le fait, tu sais, qu'on commence à ouvrir cette porte-là fait en sorte, effectivement, qu'on remet certaines choses en question. Puis là, c'est comme, mais là, ça, c'est-tu vraiment satisfaisant? Puis ça fait pas que ça le devient plus, mais c'est peut-être qu'effectivement, ça le devient un peu moins parce qu'on peut avoir accès à autre chose. Mais c'est comme, c'est pas parce que j'ai parlé de ça dans votre podcast que, genre, là, vous allez être capable de le faire. Okay. C'est pour ça que les gens, souvent, tu sais, avant de s'ouvrir à ce genre de porte-là, souvent, sont comme dans un gros creux sexuel. Puis comme c'est en train de chier, là, pour... on n'est pas là. Mais, puis souvent, c'est ça, c'est qu'on n'est pas tant motivé de le changer tant que les choses comme fonctionnent. Mais si tu veux être le plus, tu sais, prévoyant possible, tu veux quand même pas tomber dans les erreurs que les gens ont tendance à faire puis d'attendre trop longtemps parce que là, tu cristallises des dynamiques qui peuvent être désagréables et déplaisantes. Puis là, c'est encore plus difficile de t'en sortir. Okay. Parce que souvent, les gens sont comme « Ah ouais, c'est un peu moins intéressant. » Puis là, ils font de moins en moins l'amour. Puis là, ça crée des chicanes parce qu'ils font moins l'amour. Ils sont comme plus tendus. Ça fait en sorte qu'ils ont moins le goût de faire l'amour quand ils le font. Mais là, c'est encore moins satisfaisant. Puis là, ça fait juste un cercle. Oui. Ben, moi, je suis une fille d'expérience. Hein? Fait que moi, il faut que ça soit comme plus. Genre, puis là, tu me dis que je peux avoir quelque chose de plus hot. Fait que je suis comme, oh my God. Mais est-ce que dans ton c'est pas un petit jeu, là, mais dans ton affaire sur le site Internet. Le programme. Est-ce que dans ton petit jeu, et il en parle de ça? Oui, c'est tout ça que j'aborde, en fait. Parfait. Bon, je vais aller jouer à ce petit jeu-là. Le programme va aborder comment est-ce que le désir fonctionne. Donc ça, c'est vraiment la première partie, comment le désir fonctionne. Le deuxième, c'est comment on tue, en fait, le désir. Donc, on va parler des chicanes, comment les gens chicanent mal, comment on se sent pas, comme écouté, qu'on a moins le goût. Wow. Fait que tout ce qui se passe dans le quotidien, de comment ça peut tuer le désir. L'autre section dans cette partie-là, c'est vraiment comment votre sexualité tue le désir. Donc, comment votre dynamique plus sexuelle, comme la routine sexuelle, par exemple, le manque de séduction, la performance qu'on essaie d'avoir, l'atteinte de toujours vouloir un orgasme et de mettre la connexion de côté. Puis là, la troisième, c'est vraiment comment est-ce qu'on bâtit finalement cette connexion-là. Parfait. Bon, merci François. Je suis plus fâchée. J'ai trouvé ta solution. Oui. Bon, réglé.
Mais c'est un bon point que tu amènes parce que sûrement que ça l'a vraiment créé ça. Hey, depuis ce temps-là, je suis bien comme des gens, là, c'est overthink, comme, là. tu nous as parlé d'un problème, mais là, où est la solution? C'est ça. Puis je la veux maintenant, tout de suite, puis je veux qu'elle fonctionne tout de suite, Exact. mais il faut vraiment le voir comme un processus. Là, Toi aussi, ça t'a fait ça un peu? Ça m'a complètement fait ça. Ouais, bon, je suis contente d'entendre. J'étais vraiment en train de... Tu sais, je suis comme... Ah... Tu sais, j'ai vraiment mis plus le focus sur les préliminaires. J'étais là, on prend notre temps, s'il te plaît. Oui. Non, pas tout de suite. Un autre bisou avant, là. Hey, la main en haut, ramène. J'étais vraiment là. Je suis là, trop vite. Non. Mais tu sais, c'est un bon début, mais je te dirais, c'est pas juste une question de juste changer les comportements, mais c'est de changer ton intention que tu vas avoir. Ouais. Comme quand je touche l'autre, quand je caresse l'autre, quand j'embrasse l'autre, c'est quoi mon intention? Est-ce que juste faire venir l'autre? Est-ce que je veux juste que l'autre soit le plus excité possible, que ça soit pour l'orgasme ou pas? Ou je veux juste être avec l'autre? Qui viennent le plus vite possible qu'on puisse dormir. Mais pas c'est ça, là. Oui, mais c'est correct que c'est ça, mais si c'est tout le temps Non, ça, c'est c'est là ça. que ça devient plus un problème. Si on Exact. veut un quickie, on veut juste un orgasme, c'est correct. Mais si c'est toujours pour exciter le plus l'autre ou c'est comme on veut juste se sentir compétent, c'est là que ça devient problématique. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu sais, si on donne l'exemple là, du cas qu'on a amené tantôt, que tu sais, l'érection est comme moins là, ben, tu sais, des fois, c'est comme, mais pourquoi l'autre n'est pas assez excité? Pourquoi l'autre ne s'excite pas aussi rapidement qu'avant? C'est-tu parce que je suis moins belle? C'est-tu parce que je suis moins bon? C'est-tu parce que je suis ci? C'est-tu parce que je suis ça? Puis là, c'est là que nos insécurités commencent à sortir. C'est quand que la réponse sexuelle ou l'excitation sexuelle, elle fonctionne pas comme elle fonctionnait avant. C'est là qu'on se sent pas bien. Versus, je suis pas là juste pour t'exciter, je suis là juste pour passer un moment avec toi agréable puis qu'on se sente bien finalement l'un et l'autre. On peut être Il y a excité. tellement de facteurs externes aussi, tu sais, Oui. je veux dire, mettons que je pense à mon chum puis moi, là, début de relation, c'est, tu sais, on n'a pas d'enfants, Ben tu sais, on a, tu sais, je veux dire, juste ça. Juste ça, c'est Tu sais, juste ça, c'est comme, tu sais, c'est sûr, tu me touches, j'ai le temps. Là, tu me touches comme, j'ai 20 minutes, là, pour C'est comme ça. me préparer puis aller me coucher, il faut qu'on se réveille tôt demain. Ah, ben Tu sais. ouais. C'est pas lui qui me fait plus d'effet, on s'entend. Ouais. C'est Ouais, vraiment... on s'entend. Non, mais tu sais, c'est vraiment... Mais je Ben comprends que ça peut être là, la frustration, Oui. de comme, pourquoi de financer... Ouais, je comprends. Puis c'est plate parce que les personnes avec des pénis, eux, ça paraît directement. Fait que ça a Oui. des répercussions, tandis que nous, ben, on le camoufle bien. Là, comme tu as dit Ouais, comme on tantôt, dit, oui, on peut y effectivement. mettre du lubrifiant ou même pas besoin de lubrifiant, tu sais. Fait que c'est plate pour ces personnes-là. Non, Puis C'est plate. souvent, la réaction de la partenaire va jouer beaucoup, en fait, sur les difficultés ben érectiles. oui. Puis, même si t'es comme accueillant, ça l'aide pas. Même si t'es pas Ouais, accueillant, c'est ça. ça l'aide pas. Ah oui? Oui, trop d'accueil, ça gosse. Ça gosse les hommes. OK, exemple. Euh, Wow, t'es venu vite, c'est correct. Ouais. J'étais fatiguée, non, oui. ouais. Mais si on parle, par exemple, de l'éjaculation, pas l'éjaculation, mais le problème d'érection, il y a des femmes, effectivement, qui vont avoir comme une compréhension. Ils sont comme, ça me dérange pas, c'est correct. Mais souvent, les hommes sont comme, mais moi, ça me gosse. Moi, ça me gosse que je suis pas capable de le faire. Moi, ça me gosse que je suis pas capable de te faire plaisir. Puis les hommes aussi sont des fois stickés sur la manière que je fais plaisir, c'est avec mon pénis. Puis c'est en pénétrant. Ce qui est généralement pas le cas pour la majorité des femmes, à moins qu'il y ait une stimulation clitoridienne. Puis si on veut donner un orgasme, puis ça peut être très plaisant même si on n'a pas d'orgasme. Mais on est beaucoup axé là-dessus, les hommes, c'est comme, c'est mon pénis qui va donner le plaisir. Puis on a mis beaucoup d'emphase là-dessus au niveau de la virilité. Puis si je suis pas capable de fonctionner correctement avec mon érection, ben je me sens pas bien. Puis là, quand j'ai quelqu'un qui est comme super compréhensible, ça peut aider. C'est beaucoup plus aidant que quelqu'un qui veut juste critiquer. Mais même l'accueil, ça règle pas le problème parce que c'est lui qui doit travailler sur lui-même. Parce que lui, il s'accueille pas là-dedans. Moi, j'accepte pas que j'ai pas d'érection. OK. Puis même là, c'est comme, je te crois pas. Je te crois pas que t'es à l'aise avec ça. Puis souvent, c'est comme, tu vas être à l'aise pour un certain temps. Qu'est-ce qu'on devrait... Comment qu'on devrait agir dans ce temps-là? Ben, c'est d'avoir cet accueil-là, d'être honnête, que c'est vrai que ça peut ne pas vous déranger, mais c'est d'être honnête quand ça commence à vous déranger. Mais c'est aussi d'écouter, en fait, que ça dérange aussi l'autre partenaire. Parce que souvent, quand l'autre est comme dans sa souffrance par rapport à ça, l'affaire humaine, c'est juste, ben, je vais te réconforter. Tu sais, non, c'est pas un problème. Inquiète pas. T'as pas à t'inquiéter. Tu sais, mais dire ça fonctionne pas. Dire à quelqu'un qui est inquiet de pas s'inquiéter, ça fonctionne pas. Tu sais. C'est de prendre le temps de laisser l'autre, en fait, parler de comme l'insécurité ou le mal-être
que ça lui apporte, ce qui est généralement ce que le thérapeute va faire, en fait, finalement. C'est qu'on va parler de ton insécurité. Je ne vais pas juste vouloir l'apaiser immédiatement. Vis-la, ton insécurité, que tu puisses en faire un processus, que tu puisses la comprendre, d'où c'est qu'elle vient, puis là, la travailler. OK. Mais si tu fais juste dire c'est correct, c'est comme si tu veux juste éteindre, en fait, le problème. Mais ça l'aide pas les gens réellement. Là. C'est comme réprime ton mal-être que moi, j'ai pas à vivre le mal-être avec toi en ce moment. Ouais. Tu vis ta déception, puis ça fait en sorte que moi, par empathie, je vis ta déception. T'sais. Bon, fait que ça serait de... Fermer nos gueules. On fait comme si rien n'était. Commence à faire le mime. Oui, ça c'est une autre technique, effectivement, que des fois les gens font quand ils ont des problèmes sexuels, c'est qu'ils font juste comme se retourner de bord, puis ils n'en parlent pas. Puis on dort. Puis on dort. On est Ouais, genre, c'est on ça. pleure. Puis là, tout le monde, ouais, c'est ça. Puis là, tout le monde pleure, chacun de leur côté. Là. Mais c'est ça, c'est de laisser ou d'explorer avec l'autre. C'est pas de rien dire, c'est de questionner, mais qu'est-ce qui te dérange là-dedans, plutôt que de juste dire c'est pas grave. Ouais. Parce que éventuellement, ça va le devenir grave. Quand c'est juste de temps en temps ou c'est pour une courte période, la majorité des gens vont pas nécessairement mal réagir. Quand ça fait 6 ans là, que tu as des problèmes érectiles avec ton chum ou ta blonde, là, ben, peut-être pas avec ta blonde, là, mais dans ton couple. Ça arrive-tu vraiment que c'est parce que la personne l'excite pas? Genre que, mettons, il banderait comme un cheval n'importe quand, tout le temps, mais cette personne-là, c'est sa blonde, puis il l'excite pas. Ben oui, mais parce que, comme il disait, une personne qui Les gens peut le ne disent pas pas, là. t'exciter physiquement, mais qui peut apprendre à... c'est pas le crousage, là, mais c'est quoi l'autre affaire là, pour cruiser là, un peu? Là? Le Séduire. séduire, la Séduire, séduction, oui. Quelqu'un, tu sais, qui se sent pas, tu sais, physiquement, tu sais, dans les noms, whatever, là, peut être séduisant pareil, puis peut travailler. Fait que quelqu'un... C'est ça, fait que c'est de travailler sa confiance en soi, là. Ben ouais, mais ça aide pas la confiance si, mettons, ton partenaire te regarde fait « Je bande vraiment normalement avec n'importe qui, sauf toi. » Bon, ben là, c'est peut-être pas la meilleure approche, hein? Mais ça se peut que, tu sais, généralement, quand tu commences à être en relation, généralement, tu trouves ton partenaire attirant, comme physiquement. Ouais. Mais là, tu vas aussi apprendre à connaître cette personne-là. Puis là, il y a peut-être des traits qui vont devenir pas attirants de cette personne-là. Donc, c'est pas le physique qui est nécessairement le problème, c'est ta personnalité. Donc, T'es chiante. Donc- Chiante. Je compte me voilà consoler. ouais. Ben oui. Donc, soit au niveau comme du quotidien, comme la personne peut devenir comme juste désagréable. Donc là, effectivement, tu ne m'excites plus parce que, genre, nos interactions sont plus plaisantes. Donc, tu es devenue une personne qui est plus attirante pour moi. Le bénéfice là-dedans, c'est que c'est quelque chose qui peut se travailler. Parce que c'est pas nécessairement juste ta personnalité, c'est nos interactions font aussi en sorte, notre historique, la manière qu'on gère nos conflits. Tu sais, tu me reproches tout le temps, tu me critiques tout le temps. C'est comme, mais non, j'ai pas le goût de te faire l'amour après. Là. J'ai pas le goût de te donner de l'affection. Tu sais. C'est sûr. Fait que ça peut faire en sorte que ça peut créer des problèmes, mais ça peut être aussi, j'ai appris à te connaître au niveau sexuel, puis c'est comme au début, ton apparence me suffisait. Mais après un certain temps, ton apparence, ça n'a plus l'effet que ça l'avait. Là. C'est comme quand ça fait 1500 fois que tu as vu ton partenaire tout nu, ça peut avoir tendance à moins t'exciter. Mais ça peut aussi faire en sorte que si la personne au niveau sexuel est comme ultra timide, est comme pas bien dans son corps, se plaint toujours de son corps, veut faire... Il y a plein de choses au niveau comportement sexuel que la personne ne veut plus faire ou n'a jamais voulu faire. Là, tu commences à voir comme sa personnalité sexuelle. Puis là, c'est comme... Au début, ta timidité, c'était comme un peu cute, puis t'étais belle, fait que c'était le fun. Mais là, t'es comme... Comme plate. C'est comme plate. Puis, tu sais, ça revient à... c'est pas que tu m'excites plus, c'est que je te désire plus parce que on fait toujours peut-être les mêmes affaires. Ben, Je suis plus surpris, il n'y a plus de nouveauté, il n'y a plus d'exploration parce que tu veux juste rester dans le même terrain de jeu. Fait que c'est pas nécessairement ton apparence, mais il n'y a pas eu de développement, il y a comme une stagnation qui s'est installée. Donc, oui, le sexe, c'est comme un peu plate, c'est comme, oui, de temps en temps, je vais peut-être vouloir un orgasme ou, tu sais, comme avoir un rapprochement, mais je suis pas tant investi, donc mon érection est comme peut-être plus difficile. L'autre qui va peut-être avoir des difficultés plus au niveau de l'apparence, c'est quand que là, il y a le vieillissement ou qu'il y a peut-être un changement corporel significatif. Donc, une prise de poids ou une perte de poids significative ou il y a un accident quelconque qui fait en sorte là, que la personne ne ressemble plus à ce qu'elle ressemblait. C'est certain que ça peut jouer, là. Même si on a plein d'amour, puis on a plein de compréhension pour notre partenaire, quelqu'un qui change beaucoup physiquement par le vieillissement ou par le poids, c'est sûr que ça va jouer sur ton attirance physique ou de l'apparence de la personne. ouais.
Mais ça se travaille, tu disais l'autre fois. Là, que... Ben, ça peut se travailler sur qu'est-ce que ça veut dire être, par exemple, avoir plus de poids. T'sais, est-ce que je te vois comme étant paresseux ou paresseuse parce que tu as pris du poids ou tu as perdu. Quand ça peut être juste, mettons, la personne a commencé de la médication, ça n'a absolument rien à voir. Oui, c'est ça. Vraiment juste des... Oui, mais ça ne fait pas en sorte que ça ne va pas nécessairement m'influencer. Mais la perception que je vois de ta prise ou ta perte de poids va jouer. T'sais, la perte de poids, ça peut être aussi, je te vois comme vraiment comme très contrôlante ou comme anorexique par rapport à tes comportements. C'est ça qui me turn off. C'est pas le fait que tu as perdu du poids, mais c'est qu'est-ce que j'associe à la perte de poids aussi, tu sais. Shit. Bon. Aïe, hein? Numéro 2. Comment soutenir son partenaire là-dedans? Des choses à ne pas dire. Ben, on l'a dit. Bravo. Plusieurs commentaires suite au podcast sur l'éjaculation précoce recommandaient de prendre des antidépresseurs pour ralentir l'éjaculation. Bon, c'est beau. Ton point de vue là-dessus? Ben là, il avait dit tantôt que ça fonctionnait pas, tu sais, plus ou moins, là, les commentaires. Ça ne travaille pas la source nécessairement du problème. C'est ça, c'est ça. Ça peut être aidant pour quelqu'un peut-être qui est très sensible, mais j'irais davantage travailler, comme je le nommais tantôt, comment est-ce que tu te masturbes, comment est-ce que tu t'excites. Est-ce que changer la manière que tu t'excites va faire en sorte que ton excitation va monter beaucoup moins rapidement, puis ça va régler le problème. Peut-être qu'il va falloir travailler ça, puis des insécurités, mais la médication va peut-être être aussi pertinente, mais ça ne serait pas mon premier avenue, parce que pour moi, c'est comme, je traite le symptôme, je ne traite pas le problème, mais ça se peut que le problème soit aussi physiologique. Mais j'irai voir peut-être d'autres avenues avant. Mais si tu es déjà là-dessus, puis je travaille le reste, mais des fois, ça ne me permet pas nécessairement de travailler l'aspect psycho-relationnel que je voudrais travailler, parce que le problème est comme peut-être moins là, donc le manque de confiance n'est pas là. Puis il y a toute la question, il faut que tu prennes ce médicament-là tous les jours. Là. Ça coûte de l'argent. Ouais. C'est quand même un antidépresseur. Il y a quand même des effets ça coûte moins cher en thérapie, secondaires. Ben oui, en bout de ligne, ta thérapie, au début, elle va te coûter beaucoup plus cher, mais au long terme, tu gagnes. C'est ça. Des fois, c'est mettre un plaster sur un bobo au lieu de... Ouais. Il y a une mise en situation là, qu'on n'a pas parlé puis que je suis quand même curieuse. Vas-y. Ça a pris un bon 2 mois avec mon ex qui ne pouvait pas bander, donc aucune pénétration. Il avait toujours terriblement mal, entre parenthèses, blue balls, quand on arrêtait. Je sais que tout le monde dit que c'est un mythe, mais il disait pas ça pour me mettre de pression puisque c'était de sa propre faute, entre guillemets. Une fois que ça a finalement fonctionné, il n'a plus jamais eu ce problème. Je comprends pas. Ça existe-tu, les blue balls? Oui. C'est pas... tu sais, il y en a qui vont vraiment le décrire comme un inconfort quand même assez important. C'est des couilles trop pleines de stuff. Parfait. Ben. Non, mais c'est parce qu'elle comprend pas l'anglais, il faut que je traduise. Non, c'est la traduction parce que j'ai trouvée. Je me suis fait souvent dire ça, là, genre que là, j'ai mal aux couilles, là, tu sais, il faut que ça sorte, là, mais je suis comme... Okay. Mais en fait, c'est pas vraiment aux couilles que t'as mal, là. C'est dans cette région-là, mais comme tel, comme les spermatozoïdes ne sont pas dans tes testicules quand t'éjacules. Comme c'est là qu'ils se forment. Mais après ça, ils se déplacent dans les canaux pour aller ailleurs, puis là, t'éjacules. T'as pas vraiment mal à tes testicules parce que c'est pas vraiment là que t'es pas en train de vider tes testicules à chaque fois que t'éjacules. C'est des menteurs! Puis la majorité du sperme, donc pas les spermatozoïdes, là, c'est les gamètes qui est l'équivalent d'une ovule, mais le sperme, c'est le liquide. Ça, la majorité, en fait, ça vient de la vésicule séminale puis de la prostate. Donc, je pense que c'est 30-60%. Le spermatozoïde, c'est genre même pas 5% de ce que tu retrouves dans le liquide de sperme. Fait que tes couilles, il n'y a rien qui se vide quand tu as un orgasme. C'est pas ça qui se vide, en fait. C'est ta prostate puis ta vésicule séminale qui va se vider. Ce qu'on va ressentir, en fait, c'est souvent la tension musculaire qu'on a créée dans son excitation, qui, là, n'est pas relâchée, qui, là, fait mal. Mais... Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut juste que tu te masturbes ou que tu éjacules. Bon, mais mettons, là, on est dans une date, puis on est au restaurant, puis là, il est bien excité, puis là, il n'y a pas d'autre moyen. Là. Non, mais je pense que là, elle parle vraiment de, mettons, ils font du sexe, puis là, elle l'arrête. Là. Parce que, effectivement, un homme va avoir plusieurs érections dans une journée, puis il ne va pas se masturber et éjaculer à chaque fois. Là. Ouais. Comme on a plusieurs érections pendant la nuit. On peut avoir de 8 à 9 érections pendant la nuit. On en a plusieurs durant la journée, voulues ou pas voulues, qu'on va se masturber ou pas se masturber. Puis on n'a pas des blue bars à chaque fois. Là. C'est un peu particulier qu'on a des blue bars juste quand on est avec une partenaire féminine. Fait que souvent, effectivement, c'est quelque chose qui a été utilisé comme excuse
pour avoir des relations sexuelles. C'est des excuses qu'on entendait souvent chez les ados, là, pour des gens qui sont comme en début de relation, etc. Mais c'est vrai que tu peux avoir un certain inconfort de si tu as commencé à vraiment t'exciter ou te masturber ou d'avoir une relation sexuelle, puis là, tu n'es comme pas capable d'avoir ton éjaculation, puis tu n'as pas le relâchement musculaire, il peut avoir un certain inconfort. Mais là, à ce point-là, si c'est vraiment si inconfortable que ça, la solution la plus rapide, c'est de te masturber puis de juste éjaculer. Ça ne nécessite pas que l'autre le fasse. Tu peux le faire toi-même. Ça ne nécessite pas un vagin pour que tu aies plus les bouts basses. Ou, en fait, juste attendre va faire en sorte qu'à un moment donné, la tension va se dissiper par elle-même, mais c'est plus long que si tu éjaculais, par exemple. C'est pas un inconfort, mettons, là, ça fait 6 mois que tu n'as pas eu de sexualité, tu vas pas avoir les blue balls. Là. Genre, est-ce que tu peux ne pas te masturber, ne pas éjaculer pendant 6 mois, puis rester confortable? Tu vas avoir peut-être ça sera pas comme désagréable, mais tu vas peut-être comme avoir un genre de build-up de comme, j'ai le goût, tu sais, de relâcher. Parce que veux pas, on accumule des tensions, du stress dans notre corps, puis un moment donné, tu veux comme relâcher ça. Puis tu peux le faire par l'exercice, là, ça n'a pas besoin d'être la masturbation. Tu peux le faire de différentes façons, mais effectivement, il y a comme une réaction physiologique dans l'orgasme qui fait en sorte que peut-être, tu sais, c'est pas parce que je cours beaucoup que je vais relâcher tous mes muscles pelviens. C'est souvent par l'orgasme que je vais être capable de faire ça. Donc, oui, effectivement, après un certain temps, il y a peut-être une tension qui se construit qu'on a besoin, effectivement, de relâcher. Là. Mais c'est pas... Je suis pas le genre, je vais exploser si je viens pas. Là, mettons, après 6 mois, tu viens pour la première fois. Tu as eu un 6 mois, t'es pas venu. Là. Tu vas pas avoir un build-up de sperme de 6 mois. Non, parce qu'en fait, le sperme, ça prend à peu près 75 jours pour faire des spermatozoïdes. 15 jours? 75 jours. Donc, pour qu'un spermatozoïde se construise, ça prend 75 jours. Hein? Oui, mais on en fait à peu près 120 millions à 300 millions par jour. Par jour, oui. Puis c'est juste même pas 5% de l'éjaculat. Hey, ça fait des bébés, ça. Oui. C'est beau. Fait que... Puis le spermatozoïde que tu n'utilises pas, ben il fait juste comme se faire réabsorber par ton corps. Il reste pas là dans ta prostate à s'accumuler, puis dans ta vésicule séminale à comme... Qu'est-ce qu'ils font? Ça fait juste se faire réabsorber. En fait, ton spermatozoïde... Fait qu'on est composé de tous nos bébés? Ben en fait, les femmes naissent avec tous les ovules qui ont... Vous ne produisez pas des ovules, les femmes. Mais tous vos ovules sont dans vos ovaires en ce moment. Nous, on est une machine à production. Tous tes enfants potentiels sont retournés dans ton corps. Oui, c'est ça, dans exactement. La sueur? Est-ce que tu sues des bébés? Non, c'est pas des bébés. En fait, le spermatozoïde, c'est juste une cellule qui est divisée à moitié. Comme tu as des cellules de peau, puis tu as 46 chromosomes dans cette cellule-là. Ton spermatozoïde, c'est juste splitté en deux. C'est juste une cellule. Fait que tes cellules se régénèrent et meurent constamment dans ton corps. Donc, c'est la même chose pour tes spermatozoïdes. Un moment donné, si tu les as pas éjaculés, ils vont soit mourir dans l'air dans un Kleenex ou ils vont comme mourir et être régénérés à l'intérieur de toi. Donc, on va aller comme recycler, si tu veux, les spermatozoïdes. C'est quoi le processus exactement de comment ton corps fait ça? Là? Ça sort vraiment là, de mon champ d'expertise, mais tu n'as pas une accumulation de spermatozoïdes qui attend impatiemment pendant 6 mois de temps à sortir. Là. C'est comme, après quelques jours, ça fait juste, c'est remplacé par les prochains, puis c'est tout. Là. Parce que si tu éjacules plus rapidement, tu vas généralement avoir des spermatozoïdes plus en santé que si tu attends. Donc, supposons que tu attends 3-4 jours, ton sperme va être différent, puis les spermatozoïdes vont être différents. Donc, tu vas trouver probablement plus de spermatozoïdes comme, entre guillemets, handicapés ou qui ont des problèmes de motilité ou de mobilité que si tu éjacules plus souvent. Si j'attends 3-4 jours, puis là, j'éjacule, puis là, j'analyse comme la santé de tes spermatozoïdes, tu vas en avoir plus de problématiques après plusieurs jours de non-éjaculat que si tu éjacules, par exemple, régulièrement. Donc, quelqu'un qui veut des... Oui, à tous les jours, c'est ça. Ils vont être comme plus en santé, si tu veux, parce qu'ils sont comme plus neufs. OK. Versus les autres qui sont comme plus vieux. Un bébé, c'est mieux de faire l'amour chaque jour, mettons. Ou d'éjaculer à tous les jours. D'éjaculer, il pourrait pas faire l'amour. Je dirais pas nécessairement ça, parce que je veux dire, ça va varier d'une personne à l'autre, puis là, on rentre dans des problèmes plus de fertilité. Puis c'est ça, ça peut être très différent d'une personne à l'autre, puis ta production. Puis je veux dire, c'est pas une science exacte non plus, là, mais généralement, moi, de ce que j'ai compris des problèmes d'infertilité, c'est que si tu éjacules plus tard, généralement, c'est comme si tes spermatozoïdes avaient comme un peu vieilli, puis là, sont moins bons. Mais tu sais, dans ta batch de 6 jours que tu as attendu,
t'en as une nouvelle batch aussi, là. C'est ça. C'est juste Fait que- qu'il y en a qui sont peut-être pas été absorbés encore, et donc ils vont sortir dans l'éjaculat. Mais ça va pas nécessairement être problématique, parce que t'as quand même des nouveaux qui sont rentrés à ce niveau-là. J'ai une dernière question parce que là, il est midi. Puis après ça, tu fais un autre podcast avec Oui! nous sur la pornographie. La pornographie. Ben, c'est ça, ma dernière question, c'est... mettons un problème, là, justement, une personne qui vient trop... pas assez vite, en fait, qui ne vient pas ou qui a de la difficulté à éjaculer. Là, peu importe, on est allé consulter, puis c'est pas psychologique, c'est pas rien. Est-ce que de s'insérer un jouet au niveau de la prostate ou un doigt au niveau de la prostate pourrait aider? Potentiellement, je te dirais de façon générale, l'éjaculation retardée, c'est généralement plus biologique. Ah ouais? Oui. Ok. Souvent, il y a une composante physiologique qui va avoir en arrière de ça. Il peut y avoir d'autres raisons, le psycho-émotif, relationnel, qui peut avoir en arrière de ça. Mais des fois, il y a une composante, soit la personne prend des médicaments, soit qu'il y a peut-être eu un accident, il y a une désensibilisation qui s'est créée. Donc, effectivement, il y a toujours comme... Le fait que tu as l'éjaculation retardée, des fois, ça va créer des symptômes émotionnels et psychologiques, mais c'est pas nécessairement la cause. Fait que- Fait que oui, effectivement, aller comme peser sur la prostate peut aider à comme faire éjaculer, parce que là, tu vas vraiment stimuler la partie qui crée l'éjaculation, qui est la prostate. Donc, en pesant dessus, ça fait un peu l'effet d'un bouton, là, de comme, il y a une ballonne, je pèse sa ballonne, Ouais. l'air elle sort. Ouais. La prostate va un peu agir de cette façon-là. Évidemment, si tu es psychologiquement fermé à te mettre un doigt dans l'anus, puis tu veux pas qu'on aille là ou qu'il y a un certain inconfort, c'est pas fait correctement, ça sera pas soit plaisant quand tu vas éjaculer ou tu vas juste pas éjaculer parce que t'es juste mal à l'aise C'est avec ça. tout ce qui se passe. Il faut que ça se fasse Faut quand que même tu dans sois le ouvert, plaisir. là, exact. Ouais. Mais Ouais. c'est une solution qui fonctionne. Oui, ça peut effectivement être Mais aidant là, dans Parfait. Ben, c'est certaines parce que je disais ça à circonstances. certains clients, puis je voulais comme... je voulais Oui, pas, ça peut effectivement. Parfait. Merci. Merci François. Ça m'a fait Merci, On se plaisir. voit dans 2 minutes. Oui. Yay! J'adore François. Une production du Studio SF.